Hey Mathieu, Ouais. c'est la première fois que je trempe mon biscuit dans ton atelier. Bonsoir à tous. Bonsoir Mathieu, bonsoir tout le monde. Salut Olive et bienvenue dans ce nouvel apérouti. Donc aujourd'hui le thème c'est les scies à ruban. Vous pouvez mettre un like pour la blague. Ah ouais quand même, tant grosse vanne, les scies à Ah, ruban. grosse Enfin, vanne. bon Ah, bref. ah, Bon, avant cet épisode, on tient à remercier tous ceux qui ont commenté sur nos deux épisodes précédents sur les dégauchisseuses et raboteuses, et notamment toutes les personnes qui sont sorties de l'ombre, qui nous regardaient, et qui, suite à notre appel, Suite à notre appel, ouais. sont sortis de leur sous-marin pour nous faire un petit coucou. Ça nous a beaucoup touché, donc voilà, n'hésitez pas, si vous nous regardez comme ça, même si vous n'avez rien à dire, Dites-le quand même. dites-nous que vous nous suivez, ou que vous avez rien à dire, mais peu importe, ça nous fait plaisir, on voit un petit peu tout ça. C'est ça. Donc aujourd'hui c'est Grand Marnier. Aujourd'hui, Grand Marnier, il n'y a pas de crêpes, hein, mais... Donc bon. voilà, c'est un dijouti aujourd'hui. Alors d'ailleurs, le Grand Marnier, si vous pouvez me le mettre en commentaire, c'est qu'il y a deux Grands Marniers. Il y en a un avec le ruban jaune et un avec le ruban rouge. Quelle est la C'est différence bien entre pour les... les scies à ruban que t'es pris un Grand Marnier avec un ruban. Ouais, c'est pas con d'ailleurs, mais Donc dites quelle est cette réelle différence finalement, à part le prix des bouteilles, entre le Grand Marnier qui a le ruban jaune et le ruban rouge? Je suis curieux de savoir. Bon, eh bien, allez, à la la tienne, vôtre. à la vôtre. Donc aujourd'hui nous allons vous parler de scie à ruban. L'épisode sera plus court que d'habitude car nous n'avons finalement que deux scies, une que tu as Mathieu, une Le Mans, et moi je me souviens plus de la marque, on le verra plus tard. Hein, voilà, juste là. Donc c'est un épisode qui va durer moins longtemps que d'habitude. On dit ça, mais au final, c'est toujours Voilà, il va durer 1 heure quand même. On commence par parler des caractéristiques principales des scies à ruban. Qu'est-ce que tu en Eh dis? ben, je t'en prie, je te sens chaud sur le sujet, donc... Alors, les caractéristiques principales d'une scie à ruban. Globalement, je pense qu'on va parler des volants pour commencer. Les volants, ce sont les deux éléments en forme de disque qui De maintiennent roue. la lame. En forme de roue, tout à Bon, fait. c'est les roues. Et globalement, une scie à ruban, plus ses volants sont gros, plus c'est une scie, on va dire, à usage professionnel ou semi-professionnel. Alors, je ne sais pas les petits modèles à combien ils commencent en termes de volants, mais je pense que les gros vont jusqu'au diamètre 900 vraiment sur les très grosses scies à ruban. Les volants, du coup, ils influent sur quoi? C'est que le diamètre des volants influe sur naturellement la longueur de la lame, parce que la lame vient faire le tour des volants. Voilà. Peut-être qu'il faudrait faire un petit schéma aussi pour montrer le... Mais du coup, ça influe naturellement sur la hauteur de coupe. Ça influe sur la hauteur de coupe, sur la largeur de coupe, parce que plus le volant est large, plus on peut passer un bois important entre la lame, parce que en fait si on schématise, ça Ouais, fait je vais un espèce d'ovale. Hein. Ça sera mieux avec un petit schéma. Je vais re-être le Van Gogh de la soirée. Je te sens chaud. Donc en gros une scie à ruban, juste quand on parle des volants, c'est juste ça. Un volant haut, un volant en bas, et donc on se rend bien compte que plus le volant est large, plus la distance entre le côté de la lame ici et l'autre côté ici permet de passer un bois de grande largeur. Et ensuite, par contre, pour la hauteur, ça c'est pas lié à la forme des volants, mais c'est lié au fait que plus les volants sont importants, plus la scie à ruban est importante, et donc Ouais. plus on peut passer de hauteur de bois. Ensuite, effectivement, donc là, la table ici, sur laquelle on vient finalement poser son bois perpendiculaire à la lame ou en l'inclinant dans un sens ou dans l'autre selon les scies. En termes de volants, pour moi il y a deux formes différentes. Il y a des volants dont le dessus est plat, Ce qui est le cas de la mienne. et la mienne aussi. Et ensuite les volants où le dessus est légèrement bombé. Alors de ce que j'ai compris, et je pense que tu l'as compris comme moi, mais ça reste éventuellement à confirmer, sur un volant plat, on fait toujours dépasser les lames de la scie pour ne pas que les lames touchent le volant. On fait dépasser, pour être plus De la précis, tête des les lames. dents. Ouais, on fait dépasser les On dents, fait dépasser pas les le dents. corps de la lame, pour éviter de flinguer l'avoyage des Parce dents. qu'en fait, les dents sont... quand la lame est droite, les dents sont légèrement décalées comme ça. Donc si les dents, on les fait reposer sur la partie caoutchouc du volant, Avec attention le à la risque lame. c'est que finalement ça aplatisse la lame et donc on réduit l'avoyage. Donc ça, en fait, ça oblige donc à avoir une lame suffisamment large pour qu'elle ait suffisamment de prise sur un volant quand ce dernier est plat. Après, il y a donc les volants où le dessus est légèrement sphérique. Et là, finalement, les dents ne dépassent pas du bord du volant, mais les dents dépassent du haut de la partie bombée du volant. Ouais. L'avantage de ce genre de scie, c'est que pour moi, on peut mettre des lames plus fines que ce qu'on peut mettre avec les autres volants,
Qui dit lame plus fine, dit possibilité de chantourner, enfin c'est un bien grand mot, possibilité de prendre des virages plus étroits qu'avec une lame plus large. Alors après, ça, j'ai envie de dire, c'est pas forcément un argument mis en avant par les constructeurs. Donc ça, c'est à voir en fonction de chaque scie. Parce qu'en théorie, finalement, on peut mettre n'importe quel type de lame sur une scie à ruban. Si on respecte bien la longueur. Si tu respectes la longueur que tu es censé respecter finalement par rapport à ta scie. Voilà. Après, naturellement, sur la longueur en question, il n'y aura pas des lames de dingue. Pour ceux qui regardent par exemple, petite dédicace encore une fois, Renault, Matt Cremona, un Américain qui a sa scie à ruban plus que stationnaire pour découper lui des troncs d'arbres. C'est plutôt il a des... Comment ça s'appelle ? C'est une gruminette. Ouais, si tu veux. Ouais, je veux bien. Et il a du coup des lames qui font cette largeur-là. Ça, finalement, on le retrouve que ces lames-là ne sont disponibles que pour les longueurs qui vont bien, quoi. Oui, c'est sûr que sur une petite scie à ruban, tu n'auras pas non plus des lames très, très larges, forcément. Parce que, en fait, pour moi, une lame large, c'est une lame qui subit plus de contraintes qu'une lame plus fine. Donc, c'est quand tu te coupes des épaisseurs de bois plus importantes et où tu as besoin de plus d'espace entre les dents pour évacuer les copeaux. Donc, du coup, l'un dans l'autre, une petite scie aura finalement on va dire des petites lames et une grande scie aura des lames plus importantes. Donc on a parlé des volants, on a parlé de la lame vite fait. Autre caractéristique, donc la table, comme je le disais rapidement, qui peut s'incliner dans un sens ou dans les deux, en fonction des scies. Ensuite, en caractéristique, après, c'est quoi? Ça sera la puissance du moteur. Mais ça, c'est lié finalement au diamètre des volants, globalement, quoi. Et après, on a la hauteur de coupe. En fait, finalement, tout est cohérent dans l'ensemble. C'est peut-être limite le diamètre des volants qui joue sur l'ensemble. Du coup, généralement, tu as un moteur qui est cohérent avec ton diamètre des volants et tu as une hauteur de coupe qui correspond aussi avec la hauteur des volants. En fait, indirectement, parce que les volants peuvent être très gros et avoir une très faible hauteur de coupe, ce qui n'a aucun intérêt. Oui. Mais globalement, c'est pas lié. Ouais. Après, effectivement, plus le volant est important, plus tu vas pouvoir passer une grande largeur et une grande hauteur. Après, ce qui va jouer d'une scie à l'autre, c'est les réglages que l'on peut y faire ou pas. Pour en fait mettre les volants vraiment sur un plan vertical, alors que certains peuvent être décalés en exagérant si l'usinage est mal fait. Et après, ça va être quoi d'autre? Ça va être la structure de la scie, si elle est rigide ou pas, si elle se déforme. Oui, est-ce que c'est un corps en plusieurs parties qui est assemblé, ou est-ce que c'est un corps complet? Après, ça va être le matériau de la scie, si c'est de la fonte d'acier ou si c'est de la carcasse en boutique. Enfin, globalement, plus on monte en gamme, plus les scies forcément se professionnalisent là-dessus. En autre caractéristique, j'en vois pas trop. Enfin, si, la table en fait. Certaines tables sont mieux faites que d'autres. On verra sur la mienne que j'ai pour moi, c'est un défaut sur la table. J'en parlerai plus tard. Après, on est plutôt, on va dire, sur des accessoires plutôt classiques avec le guide parallèle, le guide angulaire, comme on pourrait retrouver sur une scie sous table, finalement. Ouais, du coup ça dépend des scies, parce que moi par exemple j'ai pas de rail sur ma table de scie à ruban. Non, c'est ce qui empêche de mettre un guide angulaire. L'aspiration aussi finalement. Selon les scies, toi je sais pas combien tu as de points d'aspiration, mais tu peux en avoir un ou deux. Alors moi j'en ai un qui est tout en dessous, on verra après dans la vidéo, et qui finalement je le trouve très mauvais. Et t'en as qu'un? Ouais, et je pense que j'avais vu une vidéo sur le sujet et je l'ai testé, et pour moi la meilleure aspiration, c'est celle qu'on vient mettre juste ici en dessous. Exactement. Au niveau des roulements, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai un petit crochet, voilà, vous le voyez pas, mais un petit crochet métallique qui permet de ouvrir mon aspirateur. Donc là encore une fois c'est pareil, les scies les moins chères sont potentiellement celles qui aspirent aussi le moins bien. Et une scie à ruban finalement génère quand même beaucoup de poussière. Oui, et c'est surtout c'est des poussières très fines aussi. Ouais, et c'est surtout que la poussière après elle vient vite encrasser les roulements qui sont indispensables au bon fonctionnement de la scie, et finalement on se retrouve plus vite à nettoyer une scie à ruban qu'une scie sur table. Alors justement, tu parles des roulements, je pense qu'on montrera tout à l'heure à quoi ils servent, et effectivement c'est aussi à cet endroit qu'on voit les différences de qualité d'une scie à l'autre, c'est en fonction des matériaux dont les roulements sont constitués, et la façon dont ils se règlent en fait. Il y a ça, après il y a d'autres petites options, genre la petite brosse qui nettoie la lame quand elle passe. Tout ça, on vous montrera en détail sur nos scies respectives. Alors, pour commencer, on va finalement se dire à quoi sert une scie à ruban dans l'atelier. Parce qu'on a déjà potentiellement la scie sous table, la scie à onglet, etc. On a plein de choses. Qu'est-ce que va nous apporter cette scie à ruban?
Alors la scie à ruban, pour moi, son principal intérêt, c'est de pouvoir refendre du bois. C'est-à-dire que quand on a vraiment une grosse épaisseur de bois sur lequel on veut travailler, la réduire, et sur lequel on est sur des grandes largeurs de planches, bah, à la scie sous table, on va être limité parce qu'à un moment, la lame, elle va monter maximum de 8 ou 9 cm de haut. On va peut-être pouvoir le faire par inversement, hein. Donc 8 et 8, allez, on va arriver sur du 16 maximum de largeur de planche. Mais si on voulait refendre une largeur de planche de 20 ou 30 cm, on ne pourrait pas. La scie à ruban permet finalement de refendre ce bois. Donc ça, c'est vraiment pour moi la première fonction de la scie à ruban, c'est vraiment la refente. Et Et surtout, tu peux scier à la scie à ruban un bois qui n'a aucun côté régulier, oui. chose que tu ne pourrais pas faire à la scie sur table, Ouais. ça serait trop dangereux. Ouais, et alors surtout, je vais compléter, Donc c'est tu peux que écorcer, ce genre de choses. c'est quand je dis refonte, c'est aussi refonte sur des fines épaisseurs, c'est-à-dire que la scie à ruban va vous permettre de finalement créer du plaquage. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez pouvoir tailler sur une grosse largeur je sais pas moi, quelques millimètres d'épaisseur et qui va vous permettre finalement de venir plaquer autre chose. Ouais, sauf que l'état de surface est quand même pas nickel, donc à voir si tu peux l'utiliser après. Le gros avantage de la scie à ruban comparé à la scie sur table, c'est que le passage de la lame est très très mince. Une scie sur table, on est facilement à 2,2 mm, voire Ouais. jusqu'à 3 mm de 3,2, passage de ouais. lame. Là, sur une scie à ruban, on est de l'ordre de quoi? Du 1,5 mm maxi. Donc finalement, quand on fait beaucoup de coupes, on économise aussi du bois Ouais. avec une scie à ruban, ce qui va permettre, sur une essence rare et chère, d'économiser finalement la matière première. Donc après, la scie à ruban va servir également pour le débit du bois brut au départ. Parce qu'on va être Ouais. finalement moins contraint aux tensions que l'on pourrait être sur une scie sous table avec l'aspect kickback. Ouais, pour moi, c'est quand même, je trouve ça moins dangereux, même si c'est quand même Ouais. dangereux. Mais globalement, tu peux être sur une planche qui est complètement, qui est pas très droite, qui est un peu Et voilée. ça va passer plus facilement. Ouais, t'as aucune surface sur laquelle te baser pour glisser ta planche. Bah, finalement, tu vas à la volée, tu suis un trait, chose que tu pourrais pas faire à la C'est scie, ça. sur table. Donc ça, Donc, en fait, elle intervient, première étape de Ouais, c'est ça, transformation ouais. Ouais. du bois, globalement. c'est ça. Donc pour le débit, on a vu pour la refonte. Le troisième point, ce serait pour tout ce qui est coupe arrondie, mais finalement des coupes qui pourraient être faites à la scie sauteuse si vous en avez une, globalement. Bah, tout dépend de la hauteur du bois que tu coupes. Alors tout dépend de la hauteur du bois, ouais. C'est sûr, si on est sur des grosses hauteurs de bois, ce serait pas C'est ça. possible. Mais globalement, on est sur le même concept finalement qu'une scie sauteuse inversée. Bah, pour moi, c'est plus proche de la scie à chantourner, en fait, parce que Oui. tu tranches vraiment dans l'épaisseur, tu prends des virages. Là, typiquement, la semaine dernière, j'ai dû refendre des morceaux en courbe de 8 cm d'épaisseur. La scie à chantourner, en général, ça se limite à 4-5 cm et le dégagement des copeaux est quand même un peu problématique. À la scie à ruban, ça se fait très facilement, alors avec un état de surface qui laisse un peu à désirer quand même. Ouais. Ça nécessite beaucoup de ponçage après, mais ça se fait sans souci, et selon la scie à ruban, tu peux arriver à chantourner sur des hauteurs de 20-30 cm. Chose que tu feras jamais avec Ouais. la scie sauteuse, ton ami. Bah voilà, et puis après j'ai envie de dire le dernier point, ce serait peut-être la sculpture. Il y a pas mal de mecs qui sont plutôt doués à vrai. faire tourner un bloc de bois dans tous les sens et finalement à ressortir un cerf. Ou sinon des exemples comme Jimmy DiResta qui avait fait tout un avion directement à la scie à ruban comme ça directement sculpté là-dessus. Donc il y a vraiment moyen de bien s'en servir par rapport à ça. C'est ça. Voilà un petit peu pour les utilisations au général. Et puis après, bien évidemment, il y a des utilisations détournées qu'on n'a pas vues jusqu'ici. Globalement aussi un petit point, c'est que la scie à ruban, elle peut être aussi bien utilisée pour le bois que pour le métal. La seule différence, ça va être les Changer lames la que lame. vous avez. Voilà. Mais le châssis est complètement le même, donc il n'y a aucun problème avec ça. C'est vraiment une question uniquement des lames que vous avez. Donc on va faire un petit focus sur les lames maintenant. Donc les lames de scie à ruban, la première caractéristique, ça va être la longueur de la lame. Donc la longueur, c'est vraiment toute sa périphérie. Et cette longueur est déterminée par finalement le modèle de votre scie à ruban Ouais. et les volants. Normalement, tu as une plaque sur la machine qui indique finalement la longueur que doit avoir la lame. C'est ça. Donc ça, c'est pas quelque chose qui s'improvise. Après, il faut savoir que les lames se font c'est du sur-mesure en fait. C'est des morceaux de métal qui sont soudés entre eux. coupés puis soudés. Donc du coup, si vous trouvez une scie à ruban, par exemple sur le marché de l'occasion, qui a une longueur un peu bizarre que vous ne trouvez pas sur les sites de vente sur internet, vous allez voir l'affûteur du coin. Il va vous la faire. Vous lui demandez une lame de scie à telle dimension et il saura vous la faire sans souci. Donc ça, c'est vraiment pas un problème. Le deuxième critère des lames, ça va être peut-être la largeur, ouais. finalement, la largeur. Donc là, vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle plutôt une lame de débit.
Donc j'ai quasiment 1,5 cm de largeur, alors qu'ici, dans la machine, on la voit pas, mais j'en ai une qui fait plutôt 5-6 mm de large. Alors c'est une lame de débit pour une petite scie à ruban. Pour une petite scie à ruban. Sur la mienne, ça c'est ma lame de chantournage. Ouais, c'est ça. En termes de taille. Donc voilà pour le deuxième critère. Et pour moi, le troisième critère, ça va être le nombre de dents. Alors, c'est au l'inch. c'est ça, c'est TPI, c'est tooth per inch. Donc Ouais. c'est le nombre de dents par inch et la mesure C'est un impériale. pouce, donc 2,54 cm. C'est ça. Donc c'est entre guillemets, enfin sinon on voulait le dire en français, entre guillemets, ce serait le nombre de dents qu'on aurait par centimètre ou ce genre de ça. Et ce paramètre qui est super important, parce que finalement c'est lui qui détermine la quantité de sciure que va arriver à enlever la lame. C'est Et ça. donc qui dit quantité de sciure dit finalement la hauteur maxi du bois qu'on va pouvoir débiter. Parce que quand la lame rentre dans le bois et en ressort, pendant tout le trajet qu'elle fait dans le bois, il faut qu'elle puisse finalement charger la sciure, j'ai dit résine, il me semble, charger la sciure entre les dents sans que ça fasse un bourrage. Donc globalement, plus vous allez être sur un bois épais à couper, moins il y aura de dents par pouce, et inversement. Alors par contre, effectivement, moins il y a de dents, moins la qualité de surface est bonne, Ouais. mais n'oublions pas que c'est pas quelque chose qui fait de la finition, c'est quelque chose pour débiter du bois. Donc voilà un petit peu pour les lames. Tant qu'on est sur les lames, ce qui est important, c'est que ces lames-là, une fois qu'elles sont dans la machine, on ne les garde pas en tension. C'est-à-dire que quand vous n'utilisez plus votre machine, on desserre, donc vous avez en fait la moyen de finalement rapprocher les volants pour plus que la lame soit tendue, et puis vous la retendez la fois où vous l'utilisez. Donc là, donc ça, effectivement, c'est pour éviter de laisser le fer sous tension et que ça finisse par fragiliser la soudure. Donc du coup, il faut faire attention, c'est que il ne faut pas démarrer la scie si la lame n'est pas tendue. Donc ça veut dire que d'une fois à l'autre, il faut penser à retendre la lame quand vous allez vous en servir. Et ça, j'avoue, je me suis fait avoir une fois, et c'est assez surprenant, et c'est un peu flippant, d'avoir la lame qui sort complètement du volant, et donc qui s'arrache complètement à l'intérieur de la machine, et après l'affûtage est à revoir. Ouais, ça c'est un pli à prendre dès le départ. Moi je sais que... Je me suis fait un petit panneau, je vous montrerai tout à l'heure, où je sais que ma lame est détendue, au moins je sais que le coup d'après, je suis obligé de la serrer. Et sans ce panneau-là, je sais que souvent je risque de me faire avoir. Donc, moi c'est vraiment un réflexe. J'arrive sur la scie, je serre. J'ai pas de réflexe. J'ai terminé, quitte à ce que dans une après-midi, je la serre et je la desserre 2-3 fois. Mais ça, j'avoue dès que je n'utilise plus, c'est pas mon cas. Donc faites attention à ça. Une scie à ruban qui démarre avec la lame non serrée, c'est un vrai bordel, et c'est la lame qui repart à l'affûtage tout de suite. Ça c'est clair. Au niveau de l'affûtage, des affûtages qui peuvent être faits soi-même, ou alors si vous avez un petit affûteur local, il va vous faire ça pour une dizaine d'euros. Ouais, c'est ça, parfois il ne faut pas trop s'embêter. C'est ça, c'est peut-être pas trop la peine de s'emmerder. Donc... Surtout que lui, il peut vérifier la voyage. Donc si les lames si les dents sont bien écartées. Et ce qui veut dire aussi que quand vous envoyez une lame chez l'affûteur, c'est qu'il faut en avoir une autre, vous, pour pouvoir continuer à travailler. Exactement, c'est une bonne remarque. Et donc, moi ici en l'occurrence, j'ai eu cette lame de débit qui était fournie avec la scie, et j'ai tout de suite racheté à côté une lame qui était beaucoup plus fine pour pouvoir faire des découpes un peu plus en arrondi, avec des rayons de courbure beaucoup plus fins. Donc finalement, avec ces deux lames, j'arrive à jongler. Et voilà. Les professionnels en général ont au minimum 2 lames identiques. Donc pour qu'il y en ait une qui soit en prod pendant que l'autre est à l'affûtage. Ouais, puis on n'est pas, une soudure peut péter. C'est ça, exactement. Après, effectivement, avec 2-3 lames, on s'en sort. Une lame très fine pour prendre des virages, une lame plus large pour faire du débit, et une lame intermédiaire qui peut finalement remplacer l'une ou l'autre selon le cas. Par contre, effectivement, si vous n'avez qu'une lame, l'affûtage peut prendre 1 à 2 semaines selon les affûteurs. Donc pendant ce temps, vous ne savez pas de la machine. Dernier point sur les lames, normalement pour les plier, il y a une super technique. Ouais. Je te laisse. Je sais pas si je vais arriver à le faire en live. Parce que pour moi, c'est avec les pouces. Ouais, en fait, le but finalement, c'est de la mettre en. Je pense qu'il faudra que tu coupes ce truc-là à la prod. Ouais, c'est genre on fait les dents pas vers soi. Ouais, mais normalement, on le fait debout aussi, tu vois. Et là, je pense que je suis un peu assis. Donc en fait, la technique, c'est de replier la lame en 3. Alors l'idéal, ça serait de la stocker complètement dépliée, parce que là, finalement, ça met un petit peu de contrainte sur le métal. Après, quand vous avez une lame qui fait plus de... Moi, je pense que la mienne, ça doit faire 4 mètres de long. Ça commence à faire une sacrée taille, donc après, il faut la replier. Donc là, je vous ai montré comment la replier en 3, sachant que si la lame est encore trop grosse, on peut finalement encore la plier en 5, en repartant sur un... Toi, tu vas dire une
On peut la replier encore en 5 si la lame est encore trop longue. Et du coup, c'est comme les temps de 2 secondes de D4, on la jette en l'air pour qu'elle se déplie. Ouais, alors autant le plier ça va que lors du dépliage, j'avoue que parfois elle est dans le vol, donc il vaut mieux se tenir très loin, tourner le visage et faire attention à soi. Et Là- les lunettes de sécu. Ouais, là je l'ai plié à l'arrache, mais en plus j'étais assis, normalement il faut faire ça debout, Plutôt bien. mais ça s'est bien passé. Bon, donc finalement, vous regarderez sur internet, il y a plein de vidéos de quelques secondes qui expliquent vraiment comment la plier avec la bonne technique, etc. Là, Olive vous l'a fait en live, mais on n'a pas. Non, on n'a Précisément pas expliquer détaillé parce qu'en fait je le sais détail. même pas comment je le fais, Ouais. voilà, ça se fait comme ça, mais... Ça me fait penser d'ailleurs à une petite vidéo de Mathieu David qui s'était pris justement en la pliant, la dépliant, les dents, et ça lui avait coupé un petit peu le nez au passage. Donc voilà, faites attention Ouais, sur cette opération. Ouais, c'est clair. Alors ici, je vais vous présenter mon modèle de scie à ruban. Donc c'est la Le Mans SRU 355. Donc petit modèle hein, qui fait quand même déjà 70-80 kg, qui prend un petit peu de place quand même dans l'atelier, mais bon, voilà. Alors ici, je vais ouvrir la partie des volants. Donc des petits volants qui sont pas très très grands. Hein, Alors ici, on est sur des volants en gros de 35 cm, hein, et je dirais même plus 35,5 puisque ça s'appelle la SRU 355. Donc voilà, le nom est bien trouvé. Donc j'ai un volant ici, un volant en bas. La lame, elle doit faire, je ne sais plus, 2 mètres quelque chose et des boulettes, peu importe. Bref, cette scie fonctionne plutôt bien. Le seul détail, en tout cas pour moi, donc je vous invite encore une fois à voir la vidéo spécifique que j'ai fait sur cette scie. Mais pour moi, son gros point noir, c'est cette table qui est très difficile à régler. Et finalement, pour arriver à avoir une perpendicularité de ce sens-là, la lame, sur les côtés de chaque côté, c'est très très compliqué. Et autant vous dire qu'une fois que vous l'avez réglé, vous préférez ne plus y toucher et ne plus gérer les angles, parce que c'est un petit peu la cata à régler à ce niveau-là. Moi je vois un défaut, tu vois, c'est que normalement tu as une clé ici pour finalement J'ai reverrouiller Ouais. les deux demi-tables en fait. Mais en fait, généralement, j'ai quelque chose qui vient se T'as glisser. quelque chose, d'accord. Ouais, j'ai quelque chose qui vient se glisser, mais je l'enlève parce que quand il est là, je peux plus virer la lame. C'est le but, en fait, c'est de garder le parallélisme des tables Ouais, pour ouais. pas qu'elles se déforment. Non mais c'est tout, tant que c'est prévu par le constructeur, ça va. Alors, au niveau des roulements ici, donc on a un roulement de chaque côté. Normalement, si c'est bien réglé, les roulements doivent pouvoir rouler sans faire bouger la lame. Donc là on constate qu'il s'agit finalement de roulement de roller. Hein. Ouais. Globalement c'est des 628 ZZ ou 608. 608 ZZ. Donc ça c'est des roulements tout ce qu'il y a de plus basique. Et donc, alors montre-nous à quoi sert le roulement. Donc en fait. il y a 2 roulements ici, hein, qui servent finalement, qui vont se mettre en route à partir du moment où on a un appui plutôt gauche ou droite. Et après, on a un roulement qui se trouve, alors là, viens ici, juste derrière. Alors là, ce roulement-là, normalement, si c'est bien réglé, là, c'est pas trop le cas. Donc, ce roulement il sert à Il ce ne que doit- la lame ne alors, recule voilà, pas. Il ne doit pas rouler quand on bouge la lame, c'est vraiment après quand il y a l'appui qui est fait Ouais. dessus. Donc en gros, le roulement qui est derrière évite que finalement la lame puisse reculer. Mais justement, la lame ne doit pas être en appui sur ce Mais après, roulement. c'est peut-être parce que comme elle n'est pas tendue, c'est pour ça qu'il bouge peut-être. Voilà, ici on a notre fameux guide qui permet de régler la hauteur de coupe. Donc là, le but, c'est effectivement de se mettre au plus près possible du bois, histoire qu'il y ait très peu de distance de lame Ouais. dans le vide. Et éviter qu'elle soit, alors là, encore une fois, je ne l'ai pas tendue, hein, mais éviter qu'elle soit le plus souple possible. Et en gros, du coup, réduire la distance qui n'est pas maintenue, à savoir que finalement, les roulements qu'on a ici, on les retrouve aussi en bas. En dessous, juste ici. Donc le but, c'est ça, c'est que la lame soit finalement toujours Ouais. Enfin, que le guide soit toujours le plus bas, pour que les roulements soient le plus proche possible d'eux. Donc tiens, reviens en bas. Ce qu'on vous a parlé tout à l'heure, c'est que l'aspiration, en fait, elle se trouve... Alors, je vais peut-être ouvrir ici. Alors, en fait, l'aspiration, elle se trouve là. Alors, vous voyez, ici, on voit une espèce de demi-lune. En fait, derrière, on a... Tiens, hop. On a une sortie ici en sang, Ah la vache, c'est énorme. mais finalement qui est bouchée, puisque on a que ce petit bout ici. Donc, on voit qu'il y a une espèce de capot qui a été soudé. Ouais, c'est débile. Bon, je vois pas tellement l'intérêt. Dans tous les cas, on voit que c'est plein de poussière et que ça va pas. Et Ouais, mais ça, tu éviteras jamais qu'il y en ait un peu partout Ouais, la ouais. poussière. Mais du coup, ce que je me suis Par rendu contre, compte... tu vois, moi, ce qui me choque, c'est que tu as quand même une courroie derrière qui fait l'entraînement du... alors, regarde ici, là, tu as des vitesses de coupe que tu peux bouger. Donc, je pense que c'est surtout Ah en fonction ouais, du d'accord. métal et tout. Tu
peux bouger tes Donc, vitesses en de gros, coupe. c'est un peu comme une perceuse à colonne. Exactement. C'est que tu peux modifier finalement les engrenages pour régler la vitesse. Voilà, et tu peux bouger entre Sauf que, 4... sauf que pour modifier ça, il faut tout enlever en fait. Alors après, non, t'as juste un truc à bouger. Ah oui, ok, ouais. Voilà. Sachant que nous, de toute façon, sur le réseau, est-ce qu'on est en 50 ou 60 Hz? Pour moi, on est en 50. On est en 50, donc du coup, on peut juste bouger entre 440 ou 900 tours, quoi. Donc, Ouais, je trouve ça un peu gadget en fait. Ouais. Je pense que c'est quand tu passes du métal au bois, tu dois être beaucoup plus lent. Ouais. Peut-être. Bref, donc cette aspiration, c'est pas dingo. Et ce qui vaut mieux, finalement, regardez ici, moi, je suis venu percer carrément la table pour mettre ici un petit support, et en fait, je viens poser mon tuyau d'aspiration juste ici. Et finalement, le fait de mettre l'aspiration juste à cet endroit-là, c'est là où on a vraiment le meilleur résultat. Ouais, donc en gros, là, l'aspiration, tu la mets juste après que la lame sorte du bois. Exactement. Donc, finalement, c'est là que les poussières sont générées. Donc effectivement, vous le verrez sur la mienne, mais c'est pareil, c'est que les poussières sont collectées au plus près de l'endroit où elles sont générées. Et après, effectivement, parfois on collecte aussi au niveau du volant bas, parce qu'il a tendance quand même à se remplir de poussière. Voilà. Après, tout ce qui est accessoire de guide parallèle, guide angulaire, bon, c'est vraiment pas terrible. Non, mais c'est quand même bien, c'est que tu as des rails. Ouais, du coup, même si les guides sont pas bons, tu peux quand même t'en fabriquer. Justement, à un tel point, c'était tellement pas terrible que moi, je me suis fait finalement... je me suis refait des guides pour pouvoir ici faire de la refente de manière vraiment en bonne hauteur. Donc ça, je viens de le fixer finalement moi avec un serre-joint de chaque côté de la table. Et comme ça, j'ai vraiment un bon guide qui est vraiment plus long de devant et derrière et qui me permet de bien avancer mes planches. Donc là, ici, on a la poignée pour régler la tension de la lame. Et derrière, en fait, on a une poignée qui permet de régler ici l'inclinaison du volant. Voilà, qui peut être réglée pour finalement, en fonction les différentes lames, pour éviter qu'elles sortent au fur et à mesure. Parce qu'il y a un point important finalement, on n'en a pas parlé, c'est que d'une lame à l'autre, il faut justement rebouger l'inclinaison des volants. Parce que, alors je sais pas trop, j'ai pas bien compris à quoi c'était dû, mais globalement, il faut... Enfin, en fait, vous êtes sur une lame, ça tourne bien, vous changez de lame, ne démarrez pas la machine comme ça. Il faut tourner les volants à la main, voilà. Vérifier que la lame reste bien en place sur le volant. Sachant que... Parce que d'une lame à l'autre, vous allez devoir remodifier l'inclinaison des volants en fait. Du coup, on en a parlé tout à l'heure, mais ici, la lame, là vous voyez, ça c'est justement, c'était... Donc moi ici c'est plat. Là ici, finalement on se dit qu'on est en train de casser un petit peu l'avoyage des dents, parce qu'elles sont à plat. Donc et là, quand on a des grandes lames, finalement les dents sont censées être ici. Donc là pour rappel, tu as mis ta lame au milieu du volant parce qu'elle est trop fine pour être mise un peu en équilibre sur l'extérieur. Donc là finalement, potentiellement, si tu oublies de desserrer ta lame, tu sacs en plus l'avoyage. Ouais, c'est clair. On pourrait desserrer un peu plus. Et donc voilà, quand on change de lame, toujours c'est de tourner le volant à la main, histoire de vérifier que la lame ici ne bouge pas, elle reste stable. Et si elle bouge, en fait c'est par la poignée de derrière que Mathieu a montré que l'on resynchronise tout ça. On voit d'ailleurs ici, tiens, la petite sécurité qui fait que si ça c'est le contacteur n'est pas appuyé, c'est-à-dire si j'ai pas refermé la porte, je ne peux pas démarrer le moteur. Ouais. Ce qui est plutôt une bonne chose. Parce que finalement, on a dit que c'était quand même pas trop dangereux, mais comme tout équipement qui coupe, il y a quand même moyen de se blesser. Donc ne jamais laisser les volants à l'air libre, même si la machine n'a pas de sécurité. Et surtout faire gaffe à ses doigts, parce que même si on arrive à déligner du bois, il suffirait que le bois soit un peu bancal et vienne appuyer sur la lame. C'est quand même dangereux, il faut quand même se méfier. Voici à présent dans mon atelier pour que je vous présente la scie à ruban qui est derrière moi. C'est une Agazzani de 1997, donc c'est une machine qui ne doit plus être en vente. Encore une fois, l'important, c'est pas de ce modèle en particulier, c'est vraiment de voir les différences entre des petites machines pour des petits ateliers et des machines pour des professionnels. Donc en l'occurrence, elle en fait partie. On y va. Donc c'est une machine avec des volants de 600. Donc là, on voit bien, je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra, c'est que la surface du volant est plate. Sous-entendu que les dents doivent dépasser légèrement du volant. Du coup, si vous mettez une lame très fine, alors celle-là, elle fait 1,5 cm si je ne dis pas de bêtises. Si vous mettez des dents très fines, ça oblige à mettre la lame complètement sur le ruban. Et donc, ce qu'on vous disait au début, de risquer de modifier l'avoyage.
Ici donc on a un système qui permet de vérifier la tension de la lame. Parce qu'une lame au repos, enfin une machine qui ne sert pas doit avoir sa lame détendue. Et via le volant qui est ici, en serrant, ça permet de jouer sur la tension. Alors il ne faut pas vraiment se fier complètement à ces chiffres, il vaut mieux faire une vérification manuelle. Et en gros j'ai envie de dire c'est un peu au feeling, c'est en touchant la lame. Donc là en l'occurrence elle est détendue. C'est à force d'habitude. Donc si je l'attends. Voilà, donc en théorie là c'est une lame de 15, je suis censé me mettre à ce niveau de serrage là. Et là clairement elle n'est pas assez tendue. Donc finalement c'est un réglage qui se fait un peu avec au pif et au début et après avec l'habitude. Donc toujours détendre la lame forcément parce que sinon ça la laisse en tension et ça peut soit l'étirer, soit carrément faire casser la soudure. Et alors le piège après justement c'est redémarrer la machine avec la lame détendue. Donc clairement on se fait avoir une fois et ensuite on fait ce genre de petits panneaux qui permettent de savoir quand la lame est tendue ou détendue. Donc quand on tend la lame on enlève le panneau, quand on la détend on le remet. Donc au moins c'est le moyen de savoir si on va pas faire n'importe quoi. Parce qu'une machine, une scie à ruban qui démarre à la lame détendue, la lame saute des volants et vous êtes bon pour faire un réaffûtage. Ici ensuite on a donc la colonne, je ne sais pas exactement le nom que ça a, mais qui permet finalement de suivre la lame au plus près du bois. Et ainsi ici avec les patins, pareil je ne connais pas le nom, je suis désolé, j'ai pas les vrais termes. Donc là tout de suite on voit la différence de qualité entre une machine bas de gamme qui va utiliser des roulements de roller et après des machines plus pro où là il y a c'est des vrais systèmes faits pour ça. Et là donc le système qui est très simple pour régler. À savoir qu'à chaque changement de lame et surtout à chaque variation de hauteur de cette colonne, il est fort possible qu'il faille vérifier les réglages. Moi en tout cas, il faut que je les refasse à chaque fois. Donc j'avoue que c'est un peu long, mais ça se fait. Donc alors ce truc là c'est vraiment super important. Donc ici il y a la molette pour le détendre. Et du coup, après, avec cette roue qui est là, toujours on se met au plus près du bois à couper. Et après on resolidarise ici, pardon. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc la table, c'est la partie finalement, une des parties importantes de la machine. Donc là l'avantage avec des volants de diamètre 600, on peut passer quand même un bois entre la lame ici et la colonne ici, un bois de 58 cm en largeur. Donc vraiment la taille du volant est bien optimisée. Ça permet quand même 50 cm de passer des bonnes planches. Après quelque chose de très important c'est le guide parallèle qui finalement permet de se guider pour faire des coupes parallèles. Alors un défaut de cette machine je trouve c'est que au niveau de la table il n'y a pas de rail pour mettre en place des guides de coupe à onglet. Donc ça on peut s'en sortir avec ça en fait en bidouillant quelque chose qui vient se poser dessus, mais je trouve quand même que c'est moins pratique que d'avoir un système de rail inclus dans la table. Donc ça voilà, si vous achetez ce genre de bécane, soyez vigilant à ce point. Donc là je referme la machine. Un petit détail aussi important, c'est que la tension de la lame finalement se vérifie à travers la porte, sans forcément devoir l'ouvrir à chaque fois. C'est un petit détail mais ça fait gagner quelques secondes par-ci par-là. Bon, tout le bloc interrupteur, il n'y a rien d'intéressant. Et ensuite la partie basse. La partie basse finalement où va se faire la double aspiration et où on a également le réglage pour bien suivre la lame. Donc c'est pareil, à chaque réglage en haut, il faut régler les roulements complémentaires en bas. Alors là, qu'est-ce qu'on trouve ici? Finalement, il n'y a pas grand chose. Donc ce système de réglage, une première bouche d'aspiration qui vient récupérer les poussières ici, et une seconde bouche d'aspiration en bas qui vient récupérer les poussières qui tombent encore plus bas. Et là, un petit système intéressant qui vient finalement brosser la lame. C'est juste une petite brosse. Donc ça, si vous ne l'avez pas, ça peut se fabriquer assez facilement, je pense. Et donc en fait, ça vient nettoyer le volant, pas la lame, excusez-moi, à chaque tour. Alors en termes d'aspiration, là elle est super propre, je viens de la nettoyer pour la vidéo. Après l'aspiration sur cette bécane n'est pas non plus tip top. Il y a tout le temps des amas de sciures qui s'agglutinent à droite à gauche. Bon, c'est pas trop gênant, mais il faut quand même les nettoyer assez régulièrement.
Ensuite derrière on a l'interrupteur principal, bon, rien d'extraordinaire ici, le moteur, alors je sais plus trop la puissance, et là finalement la molette, enfin la poignée pour régler l'inclinaison de la table ici. Alors le vernier n'est pas très précis, donc ça se fait un peu au pif aussi. Et après surtout vérifier le niveau avec un outil plus perfectionné que le vernier de la machine. Donc voilà, donc j'en suis plutôt content, en même temps c'est ma première scie à ruban, donc j'ai pas trop d'expérience à part ça là dans le domaine. Je regrette juste qu'il n'y ait pas ici, comme je vous disais tout à l'heure, le rail de guidage. Et voilà pour cette machine, je pense qu'il n'y a trop rien à en dire de plus. Voilà, si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Alors un petit focus rapide sur les lames. Donc, je vous ai montré qu'installé, j'ai une lame de 1,5 cm qui permet finalement de prendre des coupes plus ou moins courbes, mais bon, ça vaut pas une scie à chantourner loin de là, et ça vaut pas les lames de 0,6 cm, hein, clairement. Mais ça, c'est pas fait forcément pour déligner des grandes longueurs. Après, quand on veut déligner, on part plutôt sur ce genre de lame. Où là on est sur, je pense ça doit être du 40 mm. Donc ça c'est vraiment fait pour déligner du bois. On le voit, les dents sont beaucoup plus grosses. Si on compare, il n'y a pas photo. Donc ça veut dire que cette lame va avoir du mal à prendre des grosses hauteurs, hein, parce que la sciure va en fait va venir bloquer les passages ici. Et va venir en fait, je pense, dégrader la coupe. Donc quand on fait du délignage, c'est plutôt ce genre de lame. Donc celle-là en 40. Et après il y a la version intermédiaire ici en 25 ou 30. Donc grosso modo le but d'avoir 3 lames, alors c'est peut-être un peu superflu, quoique le but c'est d'avoir toujours une lame qui soit prête quand l'autre est à l'affûtage. Donc globalement ces 2 lames sont complémentaires, donc elles peuvent se remplacer je pense dans la plupart des situations. Par contre après pour la lame de 25, bon, bah, celle-là quand elle est à l'affûtage, je sais que si je dois prendre des courbes, bah, je peux pas le faire sans autre lame que celle-là. Donc voilà, c'est un point important aussi ça. Alors voilà, on vous a présenté les 2 modèles en tout cas qu'on avait. Je voudrais faire rapidement un petit focus sur la sécurité. Pour moi, je trouve que la scie à ruban, c'est l'outil le plus dangereux en tout cas dans l'atelier. Il faut quand même faire gaffe que quand on passe un bois, type par exemple une bûche, il ne faut pas passer une bûche arrondie comme ça. Normalement, il faut la fixer pour qu'elle ne puisse pas tourner. Après, aussi un truc important, c'est que il ne faut pas pousser sur la lame, il faut la laisser travailler d'elle-même. Comme on disait tout à l'heure, sur la machine de Mathieu, le roulement qui est derrière la lame ne doit pas servir finalement, Ouais. hein. Il ne doit pas être appuyé dessus. Donc ça veut dire que le bois doit être poussé, mais juste pour que la lame l'entaille sans forcer. Et Si vous devez forcer, c'est que la lame n'est pas affûtée. soit la lame n'est pas affûtée, soit vous irez comme un bourrin. Si ça laisse des traces, si ça coupe mal, c'est que la lame n'est pas Ouais. affûtée. Enfin, en gros, Pareil, 99% ouais, des cas, la lame n'est pas affûtée. Si la sciure qui est générée est noire, c'est un peu le brûler. Si le bois est marqué, c'est parce qu'il y a un Affûté. problème d'affûtage. Si la lame fait un drôle de bruit aussi, c'est un problème d'affûtage. Sachant qu'une lame très affûtée, ça coupe comme dans du beurre globalement, hein. Si la lame est bien choisie en termes de nombre de dents par rapport au bois qu'on débite, il n'y a rien à faire, ça y va tout seul, hein. Ouais. Donc ça c'est super important. Si vous avez un doute sur l'affûtage, c'est qu'il n'est pas bon. Après, c'est finalement un des outils où il faut vraiment l'utiliser pour vraiment devenir meilleur. Ouais, après là je suis pas forcément d'accord. Bah, pour faire des coupes courbes, pour vraiment arriver à coller ta truc sans aller trop loin ni quoi que ce soit. Si tu vas lentement, je trouve ça plus facile qu'une scie à chantourner en fait. Ah peut-être, mais moi tu vois, comparé à une scie sous table ou un truc comme ça, où là, tu vas, tu fais ta coupe parallèle. Si sur table tu t'as pas à tourner. Ouais. Là l'avantage c'est que on peut aller très lentement, on peut finalement quand on voit qu'on sort un peu de son trait courbe, on repart un peu en arrière. On reprend l'angle et tout, ça se fait bien, sachant que la lame se déforme beaucoup moins qu'une scie à chantourner. Une scie à chantourner, il y a moyen de forcer dessus, la lame est tellement fine et tellement peu rigide qu'elle va suivre le mouvement, ce qui n'est pas le but. Là, avec une scie à ruban, si elle est bien tendue, vous arrivez à faire quelque chose de très rectiligne, sans trop galérer, et même si vous ne suivez pas la courbe, vous pouvez revenir et la reprendre. Donc je trouve ça plutôt assez permissif comme outil. Alors finalement, avec tout ce qu'on vous a dit dans les caractéristiques, des choses à voir, etc., quel est finalement le meilleur modèle pour vous? Ou en tout cas, si vous devez chercher un modèle de scie à ruban, qu'est-ce que vous devez chercher? Alors ne partez pas sur le diamètre des volants, partez plutôt sur les dimensions utiles, hauteur de coupe et largeur de coupe. C'est finalement ce qui va déterminer ce dont vous allez avoir besoin et la taille des volants après. C'est toujours pareil, comme on l'a dit au début, qui peut le plus peut le moins. Une scie avec des volants énormes sera beaucoup plus rigide, avec un bâti beaucoup mieux fini
une petite scie à ruban, les roulements seront de meilleure qualité, le moteur sera suffisamment puissant, enfin, en gros, tout découle de ça. Ouais. Après, donc finalement, c'est la taille de bois que vous devez passer qui détermine l'achat de la scie. Moi, par exemple, aujourd'hui, finalement, j'ai une hauteur de coupe qui doit être allée entre 20 et 22 cm. Et bien, ce qui m'a le plus bloqué, c'est finalement la largeur de coupe, Ouais. où j'ai 34,5. Finalement, c'est peut-être ça, où quand on doit faire pivoter C'est un ça. panneau pour pouvoir faire la coupe en arrondi, on tape sur le bras de la scie. Ouais. Donc finalement, on a toujours l'impression que c'est la hauteur qui va nous limiter, et finalement, c'est vraiment le bras, et donc le diamètre des volants, qui est vraiment le plus limitant. Exactement. Mais ça, c'est quand on n'a pas testé la scie auparavant, on se dit vraiment, bah non, mais ça c'est cool, moi je vais pouvoir faire un truc en hauteur. Et tout, mais en fait, non. Tonton, là, il a coupé des bûches dans son jardin, je vais pouvoir les refendre pour pouvoir faire un projet derrière, c'est cool. Mais ouais, mais au final, dans la réalité, c'est là où ça blesse. Alors après, inévitablement, quand vous allez avoir des gros volants, vous allez être sur des scies qui font 2 mètres, 2 mètres 20 de haut, qui prennent plus d'1 mètre de large, où il faut une aspiration qui soit dimensionnée, donc c'est toujours pareil. Après, on arrive sur des scies qui sont aussi en triphasé, donc c'est toutes ces limites, comme d'habitude, j'ai envie de dire, en fonction de votre local, de la place dont vous disposez, l'électricité que vous avez, etc. etc. Après, c'est encore des modèles où, un peu comme pour les rabots et les dégos, d'occasion, ça se justifie complètement. C'est clair. Moi, par exemple, la mienne, je l'ai payée 900 d'occasion. C'est une scie qui vaut neuve entre 2 et 3 000 euros. Et c'est quelque chose qui, si elle a bien été traitée, ça ne vieillit pas comme appareil. C'est un peu increvable ce truc-là. Oui, finalement, le truc d'usure, c'est les lames. Donc, c'est les lames, ça change. L'usure, c'est les lames si la scie a bien été utilisée. Ouais. Il y a très peu d'entretien à faire dessus aussi. Donc, au final, c'est quelque chose, c'est assez basique comme équipement, quoi. Donc, ne négligez pas l'occasion encore une fois. Forcément, les modèles d'occasion les plus intéressants, c'est malheureusement du triphasé. Tout le monde n'est pas équipé en triphasé. Donc après, il faut trouver la bonne mono qui répond à vos besoins. Mais sachez que tout ce qui est gros volant, on arrive rapidement sur du triphasé après, quoi. Ouais. Et ne vous dites pas, ah ouais, mais c'est une vieille, du coup je dois régler plein de trucs, parce que finalement, quand votre machine est neuve, vous devez régler plein de trucs aussi. Ouais. Et finalement, ces trucs qui se règlent, vous devez les régler aussi à chaque changement de lame. Donc il n'y a pas un moment où vous dites, c'est cool, j'ai ma scie, je la règle une fois, j'y touche plus. Et entre une scie, on va dire neuve à 1000 euros et une scie d'occasion à 1000 euros, la scie d'occasion à 1000 euros sera beaucoup plus qualitative que la scie neuve. Donc la question se pose, en termes de sécurité, c'est pas non plus des équipements, il y a eu des gros changements. Donc gardez un œil sur l'occasion quand même. Alors est-ce que c'est un outil indispensable dans l'atelier? Dur de trancher la question en fait. Disons que c'est plutôt le type d'outil où il vous manque quand vous l'avez pas, et si vous l'avez pas, entre guillemets, vous savez vous en passer. Alors ouais, ça, tout dépend ce que vous faites. Si vous avez une scie à chantourner, vous pouvez quelque part pallier à l'absence de scie à ruban. Même si la scie à chantourner est quand même limitée. Si vous n'avez pas de scie à chantourner, il y a des choses que vous serez obligé de faire à la scie à ruban. Après, si vous faites du meuble où il n'y a pas de courbe et compagnie, vous pouvez vous en sortir avec du délignage à la scie circulaire ou bien la scie sur table. Voilà, après tout dépend de l'utilisation, mais ça fait partie des outils où si vous avez la place, si vous avez le budget, il servira quoi qu'il arrive un jour ou l'autre. Moi je pense pas que sur les utilisations où j'ai eu à m'en servir, ce sont des cas où j'aurais pas pu le faire avec un autre outil. Par contre, si je l'avais fait avec un autre outil, ça aurait été potentiellement de moins bonne qualité. Sur des coupes justement en arrondi, etc., avec la scie sauteuse où tout aurait sauté, là les coupes sont quand même bien meilleures. Mais sinon, voilà, de ce que j'ai pu faire, si vous regardez dans ma vidéo un petit peu les différents types de réalisations que j'ai pu faire, j'ai pas eu de point de blocage. Je réfléchis bien. Enfin, encore une fois, c'est toujours pareil, si un outil on l'a pas, on se doute pas qu'il peut nous servir ou qu'il nous manque. Oui, c'est ça. Je m'en sers, mais c'est potentiellement des trucs que j'aurais pu faire avec autre chose. Mais de manière moins bien ou plus lente. Voilà. Donc voilà. Après, si vous avez 10 mètres carrés, c'est peut-être pas l'outil principal à avoir, en tout cas, pour remplir de la place. Non, mais ça fait partie finalement du quatuor de base pour quelqu'un qui travaille le bois, qui fait du massif. Oui, dégo, rabot, scie sur table, et puis après la scie à ruban. La scie à ruban. Donc ça dépend vraiment de ce que vous faites. Si vous faites beaucoup de débit de rondins pour, je ne sais pas, pour de la déco ou autre chose, si vous faites beaucoup de délignage et vous n'avez pas
Tu vois, finalement, il y a un truc qu'on peut pas déligner, c'est que, imagine, tu essaies de déligner un bois de 80 mm de haut, quand tu veux faire quelque chose de très important. 80 mm de haut, on ne sait pas le déligner sur une scie sur table, on va dire moyenne. On ne sait pas le déligner avec une scie circulaire parce que ça s'arrête à 70-75 maxi. Donc à ce moment-là, il n'y a pas le choix, c'est la scie à ruban. Donc vraiment, tout dépend de l'utilisation. Bon, comme on a que 2 modèles à vous montrer, si vous avez des modèles de scie à ruban, on vous invite tout de suite à mettre dans les commentaires finalement l'avis sur votre modèle en question. Je pense que ça pourra en intéresser plus d'un pour en tout cas les prochains achats de chacun. Là, l'avantage de cette vidéo, c'est que finalement, c'est un modèle entrée de gamme, un modèle haut de gamme. Donc ça vous permet encore une fois de voir les différences structurelles et importantes entre les scies. Du coup, après, quand vous allez en choisir une, vous allez finalement voir de laquelle vous vous rapprochez et si vous avez besoin de partir plus sur du plus important ou du plus bas en fonction de vos besoins. Pourquoi je toujours le bas de gamme moi. Parce que c'est pas ton métier, peut-être. Ça doit être ça. Voilà. Voilà, merci de nous avoir suivis. Bah ouais. Donc la majorité silencieuse, vous pouvez continuer à mettre des commentaires, ça nous fera toujours plaisir. C'est ça. Merci à ceux qui nous suivent régulièrement et qui commentent à chaque fois, donc ça nous fait aussi extrêmement plaisir. Et puis voilà, si on a dit des bêtises, corrigez. Si on a oublié de dire des choses, rajoutez-les. Ça servira à ceux qui lisent les commentaires et ils sont nombreux, je pense. Mathieu, voilà. à bientôt. Eh bien écoutez, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau thème qui sera on verra. celui qui sera, puisqu'on ne sait pas à l'avance. Hein. Ouais, merci, à bientôt. Allez, salut. ciao.